Retour sur réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Thank you. Enjoy. C'est étonnant parce qu'on voit bien que c'est grillé. En même temps, ça semble un peu plus mou qu'une tranche de viande. C'est assez étonnant. Mais on sent vraiment une élasticité de fibres. Pas du tout de la viande hachée, toute molle, quoi. Il y a vraiment c'est une tranche, quoi. Ah, c'est étonnant, on sent vraiment les fibres du muscle, comme si on avait coupé une vraie tranche de viande, en fait, quoi. La consommation de viande est aujourd'hui sous le feu des critiques. Il y a bien sûr la prise de conscience de la souffrance animale, les problèmes pour la santé d'une surconsommation et une empreinte environnementale massive liée à l'élevage. Et si la solution venait de la science et des laboratoires capables de produire de la viande artificielle? Mais de quoi parle-t-on exactement? Qui est capable d'en produire et surtout comment? Est-ce vraiment l'avenir? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Hoquette, expert en biologie musculaire et en production de viande. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Jean-François Hoquette, bonjour. Bonjour Benoît Tonson. Alors on vient d'entendre la réaction pleine de surprise d'un journaliste d'Envoyé spécial qui goûte de la viande artificielle de bœuf. Et en effet, si on regarde la vidéo, ça ressemble pas du tout à un steak haché, mais plutôt à une fine tranche de pavé de bœuf. Alors Jean-François Hoquette, qu'est-ce qu'il est en train de manger? C'est quoi cette viande artificielle? Il existe différents procédés pour produire ce qu'on appelle de la viande artificielle. Certaines startups développent la culture de myoblastes, qui sont des cellules précurseurs de fibres musculaires. Donc l'idée est que ces cellules se multiplient un très très grand nombre de fois pour produire à la fin ce qu'on appelle des fibres musculaires. Et les fibres musculaires, c'est le constituant principal du tissu musculaire. Il y a des startups qui s'arrêtent là, c'est-à-dire qui produisent quelque chose qui ressemble à un steak haché, uniquement avec des fibres musculaires. En revanche, il y a des startups qui essayent d'aller plus loin, c'est-à-dire de reproduire le tissu musculaire dans sa complexité et dans sa globalité, c'est-à-dire des fibres musculaires entourées d'une trame conjonctive. Et entre ces fibres musculaires, on va trouver des cellules de matière grasse, des nerfs, des vaisseaux sanguins, etc. Mais il y a un verrou technique, c'est que c'est relativement difficile de préparer un morceau de viande épais, en raison de la diffusion limitée de l'oxygène, car il faudrait un réseau de capillaires sanguins extrêmement fin. Donc pour l'instant, il prépare des lames de tissu musculaire. Donc le goût va finalement être un petit peu différent, puisqu'on n'aura pas toute cette complexité qu'il y a dans le vrai muscle, dans la vraie viande. Alors effectivement, pour qu'il y ait du goût et de la tendreté et un plaisir gustatif, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments, et en particulier de la matière grasse, c'est-à-dire des lipides. Il y a des arômes qui se fixent sur ces lipides, et l'arôme de la viande va se développer notamment au moment de la maturation. La maturation, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation du muscle en viande chez le boucher, après l'abattage de l'animal, comme le jus de raisin se transforme en vin. Et au cours de ce processus de maturation, il y a d'une part le développement du goût de la viande, et d'autre part, il y a un attendrissement de cette viande, car il y a des enzymes naturelles qui vont couper les protéines et donc rendre la viande tendre. Et ça, à partir d'une matrice artificielle, on n'aura pas ce phénomène de maturation. Si on la laisse comme ça à l'air libre, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, je n'ai pas du tout entendu parler de la part de ces entreprises qui veulent fabriquer de la viande artificielle. Je n'ai pas du tout entendu parler de la maîtrise de ce processus de maturation qui doit se faire, bien entendu, dans des conditions strictes pour garantir la sécurité sanitaire du produit, pour qu'il n'y ait pas de micro-organismes qui se développent, etc. Donc, à ma connaissance, ils fabriquent davantage quelque chose qui ressemble à des fibres musculaires ou à du muscle, mais pas à de la vraie viande. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
Rentrons un peu dans le détail. Pour produire ces fameuses fibres musculaires, qu'est-ce qu'il faut? On prend des cellules, on les met dans quoi? Dans quel milieu de culture? Comment ça marche? Donc le principe de base est très simple sur le papier. Il suffit de prendre quelques cellules précurseurs du tissu musculaire, on appelle ça des cellules souches. Donc il y a deux façons de les obtenir. Soit on fait une biopsie musculaire sur un animal, donc on prélève un morceau de tissu sur un animal, on extrait ces cellules, soit on travaille avec des lignées cellulaires qui ont la capacité de se reproduire de façon indéfinie. Donc dans les deux cas, les cellules vont se reproduire un très grand nombre de fois et elles vont produire une grande quantité de fibres musculaires. Et c'est là un avantage potentiel de cette viande de culture, c'est de pouvoir produire une grande quantité de fibres musculaires et donc de protéines pour nourrir l'humanité. Néanmoins, pour pouvoir se multiplier, ces cellules doivent être dans un milieu de culture et elles doivent être à température physiologique. Donc 37 degrés. Alors effectivement, suivant les animaux, la température physiologique avoisine les 37 degrés. Ça pose deux questions. La première question, quelle est la composition du milieu de culture? Et la deuxième question, comment est-ce qu'on fabrique ces grands incubateurs qu'on porte à température physiologique? Quel est le coût environnemental de ce process? On reviendra un tout petit peu après sur le coût environnemental, mais expliquez-nous alors qu'est-ce qu'il y a dans ces milieux de culture chimiquement? Donc, dans les milieux de culture, il faut tout ce qu'il faut pour que les cellules puissent se multiplier un très grand nombre de fois. Elles ont donc besoin d'énergie, c'est-à-dire de glucides, de lipides. Elles ont besoin de briques pour construire des protéines. Donc, ce sont des acides aminés. Et donc, par un mécanisme biologique, elles synthétisent des protéines à partir de ces acides aminés. Il faut aussi des hormones et des facteurs de croissance, comme chez l'animal vivant, pour que ces cellules puissent se multiplier et se transformer en fibres musculaires. Donc la question des hormones et des facteurs de croissance est une question très importante. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des laboratoires de recherche, ces hormones et ces facteurs de croissance sont apportés par quelques gouttes d'une solution miracle, j'allais dire, d'une potion magique qui est du sérum de veau fœtal. Donc l'idée est d'abattre des vaches gestantes, de prélever le fœtus, qui est mort également, de prélever le sérum de ce fœtus, qui est riche en hormones et en facteurs de croissance, parce que le fœtus a besoin de ces hormones et de ces facteurs de croissance pour sa propre croissance à lui. Et on rajoute quelques gouttes, et je dis que c'est une potion magique parce qu'effectivement, on rajoute d'un coup et d'un seul toutes les hormones et les facteurs de croissance dont on a besoin. La difficulté, c'est que, bien entendu, abattre des vaches gestantes pour récupérer les fœtus n'est pas éthique, et c'est contraire donc au caractère supposé plus éthique de cette viande artificielle. Donc, bien entendu, les entreprises ont conscience de ce problème et sont en train de travailler pour mettre au point un milieu synthétique et apporter dans ce milieu synthétique tous les éléments que j'ai mentionnés avant, c'est-à-dire les sources énergétiques, les briques pour construire les protéines, les acides aminés, les hormones et les facteurs de croissance. Mais là, il se pose un autre problème, c'est que pour fabriquer tout cela, on a besoin d'une industrie chimique en amont. Donc on peut se poser la question de l'empreinte environnementale de cette industrie chimique, non seulement en termes de production de gaz à effet de serre, mais aussi par exemple en termes de résidus qu'on peut retrouver dans les eaux usées de ces usines-là. Il se pose aussi un problème législatif, c'est que en élevage conventionnel, les éleveurs dans l'Union européenne n'ont pas le droit de rajouter des implants hormonaux aux animaux d'élevage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de rajouter des hormones supplémentaires aux hormones qui existent déjà chez l'animal. Pour aller plus vite. Donc on ne comprend pas bien comment le législateur européen accepterait que la main de l'homme rajoute des hormones synthétiques dans le milieu de culture alors qu'il l'interdit aux éleveurs conventionnels. Donc ça fait beaucoup de questions qu'il faut résoudre sur le plan technique. Et peut-être une autre question, c'est
À 37 degrés, justement, il n'y a pas que les cellules bovines qui peuvent se multiplier. On a aussi champignons, bactéries. Comment on contrôle tout ça? Alors, effectivement, dans les milieux de culture, en laboratoire de recherche, mais à des fins de recherche et non pas à des fins de consommation humaine, on a l'habitude de rajouter, par exemple, quelques antibiotiques ou quelques fongicides pour empêcher les micro-organismes de se multiplier dans ce milieu de culture. Sur un plan théorique, on peut bien entendu se passer de cela. Et les entreprises nous disent, on travaille en milieu stérile, donc on ne voit pas pourquoi il y aurait des agents pathogènes qui rentreraient dans nos salles de culture. Sur un plan théorique, c'est tout à fait vrai. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe s'il y a une contamination accidentelle en raison, par exemple, d'un lavage de mains qui serait imparfait, lavage de mains de la part du technicien de laboratoire, par exemple? Qu'est-ce qui se passe en cas de contamination accidentelle? Et donc, si on passe du prototype de laboratoire où tout est contrôlé à une usine commerciale et industrielle où il y a une production de masse, beaucoup de personnes qui travaillent, les industriels, évidemment, peuvent être tentés de rajouter des antibiotiques, par exemple à titre préventif. Retour sur réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Revenons sur l'aspect environnemental, parce que les partisans de cette viande artificielle mettent en avant un coût environnemental faible, parce qu'il est vrai que pour produire du bœuf, on utilise quand même beaucoup d'eau, on relargue aussi pas mal de CO2. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Alors la question de l'avantage environnemental est une question très compliquée. Il pose tout d'abord des questions de méthodologie, c'est-à-dire comment apprécier l'impact environnemental de n'importe quelle activité humaine. Deuxièmement, quels sont les critères que l'on prend en compte? Et troisièmement, à quoi est-ce qu'on compare l'impact environnemental du muscle en culture? C'est-à-dire, est-ce qu'on le compare à l'élevage conventionnel, intensif, extensif, etc. Donc je peux revenir sur ces différents points. Prenons par exemple, si on voulait le comparer à un petit élevage traditionnel qu'on peut connaître dans les campagnes françaises. Alors, déjà, quels sont les critères pour apprécier l'impact environnemental d'une production, par exemple d'une production de viande? Il y a beaucoup de critères tels que la production de gaz à effet de serre, l'utilisation d'énergie, la consommation d'eau, l'utilisation des terres, l'entretien des paysages, la biodiversité animale et végétale, la qualité de l'air, la qualité des sols, la capacité des sols à stocker du carbone, etc. En ce qui concerne ce qu'on appelle le muscle en culture, il n'y a que 3 ou 4 critères qui ont été étudiés, et non pas l'intégralité des critères, en particulier la production de gaz à effet de serre, l'utilisation d'énergie, l'utilisation d'eau et l'utilisation des terres. Commençons peut-être par l'utilisation d'énergie. Alors, l'utilisation d'énergie, on a besoin d'énergie non seulement pour porter à température physiologique ces incubateurs, mais aussi pour fabriquer ces incubateurs et aussi pour fabriquer toutes les hormones, les facteurs de croissance, les plastiques, les pipettes, les milieux de culture, tout ce qu'on a besoin. Et comme le produit n'existe pas encore à l'échelle commerciale et industrielle, les chercheurs ont fait des hypothèses. Et il y a une première publication en 2011 qui a donné un clair avantage aux muscles en culture. Ensuite, il y a une publication en 2015 qui a contredit ce premier travail en expliquant que la première publication avait oublié des éléments importants et qu'en réalité, il faut consommer beaucoup plus d'énergie pour produire du muscle en culture que pour produire de la viande de poulet ou de porc ou même de viande de bœuf. Enfin, il y a une troisième publication, mais qui a davantage porté sur les gaz à effet de serre en 2019 et qui a fait la distinction entre deux gaz à effet de serre importants, le méthane et le gaz carbonique. Donc pour faire simple, le méthane est essentiellement produit par les herbivores, c'est-à-dire par l'élevage conventionnel, les moutons, les vaches. C'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant élevé, mais qui disparaît très vite de l'atmosphère. Et pour information, quand il y avait
beaucoup de bisons, aujourd'hui il n'y en a plus en Amérique du Nord, au temps des Indiens, ils produisaient grosso modo autant de méthane que les bovins et les moutons aujourd'hui d'élevage aux États-Unis. Au contraire, le process de muscle en culture nécessite la consommation d'énergie et ça va s'accompagner d'une production de gaz carbonique. Celui-ci a un pouvoir réchauffant plus faible, mais il s'accumule dans l'atmosphère. Et c'est bien le problème d'aujourd'hui. Depuis la révolution industrielle, le gaz carbonique s'est accumulé dans l'atmosphère et on en voit les conséquences qu'aujourd'hui. Donc sur le long terme, cette publication conclut qu'il y aurait plutôt un désavantage pour le muscle en culture sur la base de ces calculs et de ces considérations. Peut-être un avantage du muscle en culture ou vraiment vous en voyez aucun là, sur le plan environnemental? Alors, sur le plan environnemental, il y a quelque chose qui est absolument évident et clair, c'est que si on concentre le muscle en culture dans des incubateurs géants, ils seront géants certes, mais ils occuperont malgré tout peu d'espace et peu de terre comparativement à l'élevage. Donc, en valeur absolue, ce process va utiliser beaucoup moins de terre que l'élevage. Mais dire ça, c'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs types de terres. Il y a les terres cultivables et cultivées pour l'alimentation humaine, donc il n'y a pas de problème. Il y a les terres cultivables mais cultivées pour produire des aliments pour le bétail. Donc là, effectivement, il y a une marge de progrès parce qu'on pourrait préférentiellement utiliser ces terres pour nourrir directement l'humanité et non pas nourrir le bétail. Et il y a malgré tout énormément de terres qui correspondent à des steppes, à des savanes, à des prairies permanentes, à des zones de moyenne montagne où on ne peut pas faire de culture. Et là, ces terres, ces surfaces ne sont exploitables que par l'élevage, qui a l'immense avantage de convertir l'herbe, les fourrages qu'on trouve dans ces alpages, dans ces steppes, toute la matière végétale que nous, êtres humains, on ne peut pas consommer. Donc l'énorme avantage est que le bétail peut convertir cette ressource naturelle en produits laitiers et produits carnés qu'on peut utiliser. Oui, ce dont on est incapable, nous, êtres humains. Exactement. Donc dire simplement l'élevage occupe beaucoup de terre, c'est vrai, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut faire la différence entre les terres pour lesquelles c'est positif et les terres pour lesquelles c'est pas une bonne chose. Eh bien, Jean-François Hoquette, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Au revoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.